Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Réby. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous parlerons des prix Hommage Bénévolat Québec 2015. Après avoir survécu à l'Halloween, il faut déjà penser au temps des fêtes et particulièrement au panier de Noël. Il y a le Centre de bénévolat Moisson Laval qui fait appel à votre générosité. Le complexe Alfred Dallaire Memoria innove et s'agrandit. L'arrière-petite-fille du fondateur nous en parlera. On va aussi faire connaissance avec le R&D Elite All-Stars. Ce sont des cheerleaders qui, en 2015, visent rien de moins que de participer aux mondiaux qui auront lieu à Orlando, en Floride. Et on fera connaissance avec une jeune artiste peintre handicapée qui a trouvé dans son art une raison de vivre. L'édition de la semaine du 2 novembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Au Québec, ils sont 2,3 millions à le faire et ils le font à raison de 2h30 par semaine. De quoi je parle? Bien sûr que je parle de bénévolat. D'ailleurs, notre prochaine invitée baigne dedans depuis qu'elle est toute petite et même qu'on l'a mandatée encore cette année pour être porte-parole du prix Hommage Bénévolat 2015, notre ex-collègue de Laval et compagnie, Peggy Belland. Bonjour, Peggy. Bonjour, Éric. Toujours dans le bénévolat. Oui, toujours. Je ne peux pas arrêter. Tu étais porte-parole l'année dernière et tu l'es encore cette année? Oui, je trouve que c'est important de parler de ce prix-là parce que c'est un prix unique et c'est la plus haute distinction gouvernementale qu'on peut avoir au niveau du bénévolat. Donc, je trouvais important, en fait, de parler de ce prix-là pour que les gens autour d'eux trouvent les petites perles et les inscrivent au prix Hommage Bénévole Québec. Un bénévole, c'est-tu quelqu'un qui fait quelque chose gratuitement pour quelqu'un d'autre? C'est-tu ça la définition d'un bénévole ou c'est plus large que ça? Le bénévolat, c'est un geste altruiste dans le but d'aider sans être rémunéré. On peut dire que c'est un échange de services. C'est quelque chose qu'on fait pour la communauté, pour aider les autres. Ça peut être aussi simple que d'aller aider son voisin à ramasser les feuilles. Je crois que c'est pas juste d'être dans un organisme, être membre d'un CA, parce que les gens disent que ça demande beaucoup être un bénévole, mais en fait, un geste gratuit pour aider quelqu'un, c'est du bénévolat. 40 prix, 3 catégories, 2,3 millions de gens en nomination peut-être, ça dépend bien sûr. On fait comment justement pour trouver les gens qui sont de calibre à être mis en nomination? Bien, évidemment, il y a certains critères. Il y a 4 catégories. Il y a jeunes bénévoles qu'on appelle, ça veut dire ceux âgés entre 16 et 35 ans. Tu as gagné ce prix-là, toi? Oui, j'ai gagné ce prix-là il y a 2 ans. Donc, c'est des jeunes qui sont impliqués dans leur communauté. Évidemment, il faut faire un certain nombre d'heures. Je parlais d'une heure. Oui, c'est bien de s'impliquer pour une heure, mais pour remporter le prix, il faut en faire plusieurs heures, plusieurs projets. Donc, quelqu'un de notre entourage nous inscrit parce qu'on ne peut pas s'inscrire nous-mêmes. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il faut regarder autour de soi là, les petites perles. Deuxième catégorie, les bénévoles, c'est-à-dire les gens qui ont donné plus de 35 ans de service. Donc, il faut avoir fait du bénévolat pendant plusieurs années. En avoir fait son mode de vie d'une certaine façon. Oui, exactement. Oui, que ça fait partie intégrale de sa vie depuis un bon bout de temps. Ou être un organisme, c'est-à-dire, je vais donner par exemple, bon, la télévision régionale de Laval, c'est un bon exemple. Ça être distingué dans la communauté, avoir impliqué des bénévoles. On peut inscrire l'organisme et peut remporter le prix Hommage Bénévole Québec. Puis ça, c'est pour tout le Québec ou ce n'est que pour la région de Laval? C'est pour tout le Québec. Et dans chaque région, il va y avoir des gagnants. Donc, les Laurentides, Laval, Québec. Et ça, on peut voir ça sur le site. Là, tout est bien expliqué. Comme je le disais, tu baignes dedans tous les jours, depuis des années, depuis ta tendre enfance, parce que ça s'est passé de mère en fille, oui, de père en fils même. Est-ce qu'en ce moment, le bénévolat est en pleine expansion ou en régression d'une certaine façon? En fait, c'est stagnant, je crois, parce qu'on est en train de passer, là, bon, il y a les baby-boomers qui avaient beaucoup de temps à donner, les gens qui partaient à la retraite et tout ça, mais il n'y a pas d'augmentation ou de diminution. On veut encourager, en fait, là, les jeunes, je dirais peut-être 30-45, c'est pas eux qui sont le plus impliqués. Bien, ils sont pris, ils ont les enfants à la maison, les repas, les études. Mais on peut choisir une activité par année. Oui. On peut aller à côté de chez soi avec ses enfants, puis ça fait une super belle activité. Puis il y a Noël qui s'en vient, par exemple. Oui. Je pense à les campagnes de panier de Noël et tout ça. On peut y aller avec les enfants, puis on aide notre communauté. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et je le sais parce que j'en fais de plus en plus du bénévolat à cause de mon autre carrière parallèle en politique. Je m'aperçois à quel point, bon, c'est vrai que c'est pas payant, c'est zéro, non, mais Dieu qu'on reçoit en retour, d'abord des remerciements, hein, toujours. Puis je sais pas, je sors de là, moi, à chaque fois que je fais du bénévolat avec un sentiment que je retrouve pas dans aucune autre sphère de ma carrière, si on veut. Bien, en fait, c'est que le geste qu'on pose, on sait qu'on apporte quelque chose à quelqu'un et à la société. C'est ce qui est gratifiant avec le bénévolat. Non, on reçoit pas un chèque de paye, mais notre chèque de paye, c'est un sourire. Ça n'a pas de prix, en fait. C'est l'utilité aussi que l'on a pendant un court instant où on vient aider quelqu'un
quelqu'un ou une cause ou quelque chose. Exactement. Si je veux, tu sais, je veux rentrer ça dans ma famille, là. Je veux faire du bénévolat, je veux initier les enfants. Comment est-ce que je fais pour m'initier au bénévolat? Y a-t-il un endroit où je peux voir qu'ils ont besoin de bénévoles dans tel endroit, à tel moment? En fait, c'est sûr qu'au Québec, ça fonctionne un peu différemment, dépendamment où on se trouve. Mais il y a beaucoup de centres d'action bénévole. Donc, on va sur Internet, on tape centre d'action bénévole. Souvent, il y en a un à côté de chez nous. Eux sont capables de nous référer selon ce qu'on aime, nos besoins. On les appelle. Des fois, ils nous passent une courte entrevue. Puis là, ils nous réfèrent dans certains organismes. Sinon, je dirais d'y aller par champ d'intérêt. Qu'est-ce qui vous interpelle? Puis en faisant des recherches, vous appelez directement l'organisme, puis c'est certain qu'ils vont vous accueillir pour faire une activité. Dans quel domaine on en manque le plus en ce moment, des bénévoles? C'est une bonne question. Je ne voudrais pas te contrer de mentir. Vous le savez pas? Je ne sais pas. Okay. C'est pas une question que je pourrais répondre. Okay. Le gala Hommage bénévole 2015 n'est pas télédiffusé, n'est-ce pas? Non, pas du tout. En fait, c'est un prix qui est remis à l'Assemblée nationale. Donc, quand on est nominé, qu'on reçoit le prix, on reçoit une lettre du gouvernement et on est invité à aller passer la journée là-bas. Et on reçoit notre prix du ministre en personne de la Solidarité sociale. Et cette année, c'est la 18e édition. Donc, c'est un peu comme ça que ça passe. Une belle journée où on est chouchouté, où on reçoit un prix à l'Assemblée nationale. C'est très bien. On dit que 25 des bénévoles font 75 du bénévolat. C'est vrai. Malheureusement, c'est ça, c'est que les gens qui font du bénévolat, souvent, on leur en donne beaucoup à faire. On leur en demande beaucoup Oui, aussi. Puis ils sont... Quand on fait du bénévolat, souvent, on a de la difficulté à dire non. Ouais. Donc, d'où l'importance de voir quand on connaît des bénévoles autour de nous, bien, on peut peut-être aussi se greffer à eux. Tu sais, on parlait de trouver un endroit pour faire du bénévolat. Bien, peut-être c'est juste de trouver un bénévole puis lui donner un coup de pouce dans qu'est-ce qu'il fait, là, puis ça, on va avoir contribué. OK. Donc, on fait une récapitulation. 40 prix, 3 catégories. Il y a les jeunes. Oui. Il y a le bénévole. Les bénévoles, les organismes. OK. Et en fait... Tout ça, on trouve ça sur www.dites-lui-merci.ca. C'est le site où on va chercher le formulaire, il y a la description, la mission du prix. C'est vraiment bien là, indiqué. Et on a jusqu'au 12 décembre, je pense. Hein, pour le 17 décembre, pour inscrire quelqu'un qui fait du bénévolat ou aller voir les informations, puis informer quelqu'un là, qui peut s'inscrire. Et ces prix-là vont être remis en avril 2015. Exactement. On n'a pas la date exactement, mais c'est remis en avril 2015 là, à l'Assemblée nationale. Faut que tu me fasses une promesse. Laquelle? De revenir à l'émission pour nous parler d'autres bénévoles. Ah, c'est promis, hein? Je suis une bénévole, il y a des petites choses qui se trempent tout le temps comme ça. Merci, Peggy. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Le Centre de bénévolat et Moisson Laval a pour mission de développer et promouvoir le bénévolat sur le territoire de la ville de Laval. Nous recevons Jean-Claude Boisvert, relationniste pour cet organisme, qui vient nous parler de la campagne de panier de Noël. Bonjour, M. Boisvert. Bonjour. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer d'abord c'est quoi le Centre de bénévolat et Moisson Laval et ce que vous faites concrètement? Le centre, bien, vous l'avez dit, ça vient répondre à des besoins dans la communauté lavalloise. Notre mission, c'est d'aider les gens. Le centre, ça fait 33 ans que ça existe à Laval. Un bassin de 1200 bénévoles qui vient aider les gens en difficulté. Différents types de services. Il y a environ 29 secteurs d'activité différents. 1200 bénévoles quand même. C'est sûr qu'ils sont tous impliqués dans des choses différentes. Hein. Tantôt, je vous parlais, par exemple, on va parler de la moisson. Ça veut dire qu'ils sont impliqués dans la moisson, qui viennent nous aider à faire du triage, qui vont aller chercher des denrées, qui vont apporter des choses dans les écoles. Donc, c'est ça. Il faut avoir des bénévoles pour être capable d'aider ces gens-là puis de pouvoir amener à bien nos opérations. Et 1200 qui sont tous de la région de Laval? C'est en général majoritairement de Laval, mais des fois, à l'occasion, il y a des gens de l'extérieur parce que des Lavallois, Lavalloises qui habitaient ici. Et à un moment donné, ils se retrouvent ailleurs, puis ils disent « on aime bien le centre ». Ils viennent, à des moments donnés, dans l'année, ils viennent nous donner un coup de pouce, mais en général, c'est des Lavallois et Lavalloises. Et j'imagine que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. La recherche de bénévoles, c'est crucial. On travaille avec des programmes, des jeunes bénévoles, parce qu'on sait que le vieillissement, donc on a besoin de nouveaux bénévoles. Donc, on va travailler avec les écoles. On travaille aussi avec les entreprises. Ça veut dire de plus en plus, depuis 3-4 ans, on a un programme pour permettre à des entreprises qui envoient des employés faire du bénévolat chez nous. Donc, c'est des façons d'allier un petit peu, d'aller chercher des ressources dans le milieu là, pour être capable de répondre à nos besoins. Et si moi, je voulais faire du bénévolat, je vous contacte et puis je crois que vous offrez une petite formation aussi. Dépendant de ce que vous voulez faire, vous pouvez tout simplement nous appeler. Vous voulez le numéro de téléphone?
Oui, il va apparaître dans le bas de l'écran. Il va apparaître, mais je vais le dire quand même, 450-681-6164. Et vous voulez devenir bénévole, donc on va vous passer en entrevue bénévole. Ce qui est important dans ça, l'entrevue est nécessaire parce que ça vous permet à ce moment-là de voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, puis en même temps, la personne qui vous reçoit est au fait des besoins dans la communauté et de pouvoir vous guider, vous orienter auprès des 150 organismes du milieu pour être capable d'aller faire du bénévolat. Donc, on peut faire vraiment le bénévolat dans le domaine qu'on apprécie. Exactement. Il y a des gens, là, dans le fond, je prends un exemple chez nous. Dans la banque alimentaire, j'ai des gens qui ont travaillé toute leur vie dans des institutions financières, puis je dis, on veut plus toucher à ça, on veut trier des légumes, on veut faire des choses, on veut vérifier la qualité de la nourriture. Donc, on donne la possibilité à des gens d'aller un petit peu plus loin. Même chose pour les jeunes. Hein? Des fois, les jeunes ont besoin d'avoir une expérience de plus en plus quand ils sortent de l'école ou bien même à l'école. On leur demande de faire du bénévolat. Donc, ça leur donne comme un moment dans l'année, puis un lieu où ils peuvent apprendre certaines choses, ils peuvent se découvrir en même temps, c'est ce qui est important. Le temps passe vite. Monsieur Boivin, on va parler de la campagne de panier de Noël parce que c'est quand même important et c'est là que ça commence. C'est là qu'on a besoin de denrées. C'est ça. Pas juste des denrées, des vêtements, j'imagine aussi. Bon, je vais vous expliquer un peu. La campagne, c'est notre 30e campagne. Donc, ça veut dire qu'on va aider à Noël. On aide à l'année. Mais à Noël, on prévoit aider 1800 familles. Donc, c'est sûr que c'est un moment clé parce qu'on sait qu'à ce moment-ci de l'année, bien, la période des fêtes s'en vient. Puis la mission du centre, c'est de pouvoir aider des familles à passer Noël comme tout le monde, comme tous les autres. Hein? Donc, on interpelle les gens de la communauté lavalloise, les entreprises, les écoles, les institutions financières à venir nous donner un coup de pouce pour être capable d'aider à nourrir les environ 5000 personnes. On sait déjà qu'environ de la moitié de la clientèle, ce seront des enfants. Donc, la faim, ça n'a pas changé avec les années. On est témoins que depuis des années, on aide des gens, on aide en moyenne 16 000 personnes par mois. Mais à Noël, on s'est dit, OK, c'est un moment fort, mais c'est un moment fort aussi pour, dans le fond, les entreprises, parce que beaucoup de gens, ils se disent, bien, comment on peut s'impliquer dans la communauté? Comment on peut aider les gens? Bien, à ce moment-là, ils nous interpellent, ils font des collectes. C'est ce qu'on a organisé qu'on le fait depuis 30 ans. Donc, ils font des collectes dans leur milieu. Et à ce moment-là, ils nous amènent des denrées et nous, on constitue à ce moment-là des épiceries de Noël qu'on va livrer le 21 décembre. Et on peut donner de l'argent aussi, j'imagine? Oui, les dons, ça veut dire que tantôt, vous avez identifié les dons de nourriture et les dons d'argent. Étant donné que nous sommes une banque alimentaire, on ne peut pas recevoir des vêtements usagés. Si jamais vous avez des dons de vêtements, on vous référera à des organismes. Et si on a une famille dans le besoin, c'est sûr que les gens, des fois, ils ont l'orgueil puis ils ont un peu de difficulté à faire appel à leur entourage ou justement au centre de bénévolat. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Ouais, c'est sûr, ce que vous dites là, c'est important parce que c'est la dignité et le respect. Hein? Et moi, je pense que c'est important qu'un proche puisse sensibiliser la famille, à inviter la famille, un membre de la famille à placer un appel pour faire une demande de payer de Noël. C'est déjà commencé. On entend les gens, on appelle les gens, on fait des contrôles pour toutes les familles qu'on reçoit. Et à ce moment-là, on s'assure que ces gens-là sont en difficulté. On va leur donner un coup de pouce, mais dans le respect. Puis ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est important, si vous êtes témoin de quelqu'un ou dans votre famille, il y a quelqu'un qui est en difficulté, puis il ne veut pas y porter assistance parce qu'il est trop loin, vous habitez ailleurs, puis là, vous savez qu'il habite Laval. À ce moment-là, il faut vraiment avoir un signal, donc un appel chez nous au centre, pour être capable d'aider ces gens-là. Mais merci beaucoup, M. Boisvert, et donnez généreusement. Il y a beaucoup plus de familles qui en ont besoin qu'on peut le penser. Merci. Merci beaucoup. S'il y a un domaine qui a bien changé au cours des dernières années, c'est bien celui des services funèbres. D'ailleurs, le complexe Alfred Dallaire, Memoria, s'agrandit et innove en offrant des services jamais égalés dans le domaine funéraire. Notre prochaine invitée, qui est l'arrière-petite-fille du fondateur et vice-présidente d'Alfred Dallaire, va nous en jaser. Julia Duchâtel, merci d'être à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est avec plaisir que je suis ici avec vous aujourd'hui. Vous n'avez même pas 35 ans. Pas tout à fait encore, non. Et le complexe a 35 ans. Oui, exactement. Et on vient de le pimper d'une certaine façon, hein? Je pense qu'on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on a changé dans le complexe Alfred Dallaire Memoria? Mais en fait, on est venu le moderniser vraiment parce qu'il était victime de... Enfin, on est victime de notre succès ou peut-être de
vision, c'était le premier complexe funéraire dans l'esprit que mon grand-père, Paul-Émile Légaré, a créé. Donc, c'est-à-dire un complexe où il y a chapelle, salle de réception, salon d'exposition et columbarium. Donc, on retrouve tout sur un même toit. Mais les équipements étaient plus adaptés. La grandeur des salles non plus était plus nécessairement adaptée à ce que les gens... Parce qu'on veut des salles plus grandes maintenant. Exactement. Avant, on avait... tout le monde avait... La tradition était qu'on exposait pendant 2 ou 3 jours et la famille venait comme ça offrir ses condoléances. Et le grand moment, même si on avait la chapelle, était à l'église où il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors que maintenant, on assiste à des événements, des funérailles qui sont de plus courte durée, où il y a beaucoup de gens qui vont venir sur le lieu, qui vont vouloir à la fois faire la cérémonie sur place, prendre possession de l'espace, donc décorer, se souvenir, accrocher des photos, des tableaux. Et c'était pas comme ça avant? Ben non, pas du tout. Projeter des images, projeter de la vidéo, quand il y a des traces vidéo de la personne, et ensuite faire une réception qui peut prendre plusieurs formes. Et tout ça se passe beaucoup la fin de semaine, et donc on a besoin de beaucoup plus de salles pour être là pour les familles qui en ont besoin en même temps. Alors on est venu... rajouter 50 d'espace, de salle de réception, une immense chapelle de 2000 pieds carrés avec des plafonds de 20 pieds et aussi revoir notre travail autour de la crémation parce que de plus en plus de gens veulent se recueillir avant la crémation. Et donc, on a voulu aussi travailler ces espaces-là qui sont, disons, plus dans l'ombre, mais qui avaient besoin d'être rafraîchis. OK. Parlons d'abord de l'aspect, je veux presque dire scénique. Oui. Système de son, projection. Oui. Ça devient des endroits de diffusion, presque. Mais tout à fait. C'est-à-dire que dans la religion catholique, on était tous égaux devant la mort. Et donc, c'était pas nécessairement la personne qu'on venait célébrer, mais on était là pour en faire rappeler notre humanité face à la mort. Alors que maintenant, les funérailles sont un moment où ce qu'on fait, c'est vraiment célébrer la vie de la personne. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Mémoria, puisqu'on a senti, on a compris, je crois que les gens veulent faire ce travail de mémoire pour enclencher le travail du deuil. Et donc, pour nous, ça, c'était une demande de plus en plus des clients. Et on veut avoir des équipements, oui, tout à fait à la hauteur de ce que les gens veulent. Moi, personnellement, j'ai vécu une expérience récemment. L'ami de ma mère est décédé et son fils était DJ. Lui, c'était un passionné de musique. Donc, avant de mourir, dans les derniers mois, il faisait la liste des musiques. Il n'arrêtait pas de parler de Ferré, de ce qu'on allait entendre à ses funérailles. Et son fils recevait les condoléances, mais il faisait aussi le DJ. C'était une manière d'être une dernière fois avec son père dans ce qu'ils partageaient leur passion de la musique ensemble. Alors, ça, c'est un seul exemple, par exemple, mais on veut avoir des salles et des équipements et une équipe qui peut comprendre ce que les gens veulent et pouvoir l'adresser et le faire avec eux. Est-ce que vous sentez que les Nord-Américains, dont les Québécois que nous sommes, avons un rapport différent avec la mort? Est-ce qu'il est toujours aussi sombre qu'il l'était? Je crois qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment, même démographiquement. On regarde ce qui se passe dans le niveau culturel et littéraire. Je pense que les baby boomers ou les thèmes qui sont abordés en littérature, en musique, on parle beaucoup de deuil. C'est moins tabou, il y a un changement, on parle beaucoup de ça. Maintenant, je pense que ça demeure et ça reste difficile, surtout quand on ne le vit pas, quand la religion ou la norme n'est plus ce que tout le monde fait. Il faut se repositionner par rapport à ça, oui. Mais je crois que ça change. Je crois qu'aussi les méthodes un peu plus orientalistes, on pratique du yoga, on va être incinéré. Je crois que tout ça se traduit dans nos vies. Vous parlez d'incinération, le crématorium en tant que tel. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut voir la dépouille entrer dans le crématorium? Oui, bien en fait, nous, on a toujours eu cette demande-là, principalement de communautés ethniques, par exemple pour les Indiens. On comprend... Les hindous, parce que là-bas, ça se fait. Là-bas, c'est vraiment un bûcher. La famille va, traditionnellement, au bord d'une rivière, le Gange et tout ça. Mais on a de plus en plus la demande. Et en Europe, par exemple, où la crémation existe dans le nord de l'Europe depuis plus longtemps, depuis 140 ans, c'est la norme. Les gens se rendent au crématorium, n'assistent ou n'assistent pas, mais sont présents sur place. Et moi, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et j'ai voulu, je pense, parce que les gens veulent un dernier recueillement avant, pas nécessairement d'assister à la crémation, mais un dernier recueillement en intimité. Et surtout, maintenant, avec l'hôpital ou les CHSLD, ça va vite. Les gens décèdent plus à la maison, donc il n'y a plus ce moment nécessaire de recueillement. Il faut aller vider la chambre, il faut aller faire ci, faire ça. Et donc, nous, on a voulu recréer un moment de transition, parce que quand les gens sont exposés à l'urne, c'est un choc brutal. La personne n'est plus vivante, certes, mais elle n'est plus dans son intégrité. Puis elle rentre dans une petite boîte de rien du tout. C'est toute une vie dans une petite boîte. Exactement, et ça, c'est un choc, et c'est pour ça que nous, on a voulu aménager ces salles et voir avec les gens comment on peut psychologiquement se réajuster dans nos rituels par rapport à ce changement-là, parce qu'on est passé de
zéro crémation il y a 40 ans, à près de 80 de crémation au Québec. C'est un changement brutal. Donc, à peu près plus de cercueil, à peu près plus d'enterrement. Puis il y a aussi, et ça je l'ai vécu, ma belle-sœur est décédée, c'était hier justement le service funéraire. À la fin de la soirée, on est reparti avec son urne. Ouais. Sa fille va garder son urne à la maison. C'est quelque chose que vous voyez pas, qu'on ne voyait pas il n'y a pas si longtemps. Non, encore. exactement. Mais nous, on réfléchit beaucoup à ce que les gens veulent faire. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui veulent pas du tout avoir un rapport avec l'objet. Il y a des gens qui veulent le prendre à la maison un moment, qui vont prendre quelques années avant de faire l'autre étape, soit de le mettre en terre, en columbarium, une dispersion, ce qui est de plus en plus répandu. D'ailleurs, nous, on travaille des nouveaux objets pour réfléchir avec les gens à ce qu'ils veulent faire. On a développé une urne en glace, d'ailleurs, dernièrement. Ah oui, en glace? Oui. On travaille avec une designer industrielle, Diane Bisson-Leclerc, avec qui on a refait une gamme où les urnes sont reliées aux usages de ce que les gens veulent faire. Et beaucoup de gens veulent faire des dispersions à l'eau. Et beaucoup de gens ont cette idée, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de films en ce moment. Il y a une mode, là. Oui, une gestuelle de retourner dans les éléments ou de retourner au lac familial ou d'aller en mer. Mais ça, c'est l'Inde. C'est encore une influence très indienne. Je pense que oui. Neil Armstrong a demandé ça et l'armée américaine l'a amené au large à ses funérailles. Et donc... Mais les gens ont cette image très poétique du geste de la dispersion, mais dans les faits, les gens ne savent pas manipuler des cendres et tout. Et donc, nous, on veut les accompagner. Et on a pensé cette urne de glace pour avoir le moins d'impact écologique et faire une mise à l'eau. Vous parlez en ce moment, justement, vous êtes presque en colloque, dans le fond, chez vous. Exactement. La mémoire en héritage. Est-ce qu'on parle de la mémoire informatique ou de la mémoire dans le sens réel du mot? Bien, dans le sens réel du mot, je pense que l'informatique peut nous aider comme support à la mémoire réelle. Mais en fait, oui, on convie les gens pour l'inauguration de notre salle et on a invité une conteuse, Claudette Lheureux, à venir parler avec nous, et Hélène de Billy, qui a travaillé sur le thème du « Je me souviens ». Et donc, on va travailler avec les gens sur leurs souvenirs, sur la mémoire. L'après-midi et le soir, on va voir le docteur Vadeboncoeur, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Les comédiens ne savent pas mourir ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qui parle de ses expériences de mort qu'il a vécues, qui a côtoyé la mort à l'hôpital, finalement. Vous êtes l'avenir d'Alfred Dallaire, d'une certaine façon, puisque c'est vous qui en êtes la vice-présidente. Vous envisagez quoi dans les prochaines années? Dans le domaine funèbre? Ouais. En fait, je crois, comme dans plusieurs marchés, une fragmentation, c'est-à-dire qu'il y aura toujours les gens qui veulent une funéraille traditionnelle, des cryptes, des enterrements classiques, et des gens qui vont nous demander du champagne et des huîtres. Et on va aller au chalet avec notre urne de glace, on va faire des choses plus traditionnelles dans nos salles, et on va créer des pages hommages sur Internet. Et donc, je crois, comme dans n'importe quel milieu, d'être à l'écoute de ce que les gens veulent et d'être capable de s'adapter et de répondre à tout ça. Et bien, pour notre part, je l'espère, de rester une entreprise québécoise dans un monde où il y a beaucoup de multinationales et de trouver notre chemin, de faire notre trace là-dedans. 11 salons? Exactement, dans le Grand Montréal, oui. Et il y a des cimetières aussi? Oui. Columbarium, et ainsi de suite. Si vous voulez avoir plus de détails, memoria.ca, c'est la bonne adresse? Tout à fait. Avec énormément d'informations. On travaille très fort sur notre volet informatique. Merci de ce bel échange, Julia. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Pour la chronique activités sportives de cette semaine, nous allons parler du club cheerleading R&D Elite All Stars qui compte plus de 16 équipes de compétition qui se démarquent sur la scène régionale, provinciale, nationale et même internationale. En 2015, le club souhaite aller au championnat du monde de cheerleading en Floride. La vice-présidente et entraîneur Sarah Bellamar est avec nous pour nous en parler. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Merci. Et dis-moi, comment est-ce qu'on se prépare pour justement participer à un championnat comme ça? C'est sûr que nous, dans le fond, justement, on vient de finir la semaine dernière nos chorégraphies. Donc, on a quelqu'un qui est venu de l'extérieur pour faire nos routines, pour faire nos chorégraphies. On a 4 équipes cette année qui comptent participer au championnat du monde. Puis là, on va devoir faire des compétitions et on va devoir gagner une compétition qui va nous donner un accès pour aller faire cette compétition-là en Floride. Donc, ça nous prend un laissez-passer, si on veut, pour participer à cette compétition-là. Donc, on va devoir aller compétitionner et gagner un événement pour pouvoir y assister. Et c'est quand cette compétition de Il y en a plusieurs durant l'année. Nous, notre première compétition qu'on fait est en février prochain. Puis, il y en a jusqu'au mois de mars 2015, dans le fond.
La compétition est en avril après. En avril, c'est ça. C'est fin avril en Floride. Ouais, donc, une fois que vous allez être sélectionné en février, c'est là que vous allez savoir si vous faites donc le championnat du monde. Oui, exactement. Est-ce que c'est la première fois que vous allez participer? Non, ça va être la cinquième année cette année qu'on va participer à cette compétition-là. Et toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est la première fois? Non. L'as-tu déjà fait en tant que cheerleader? Oui. J'ai déjà participé 3 ans comme athlète. Puis j'ai été là aussi depuis 3 ans comme entraîneur aussi là-bas. Et je suppose que ça prend beaucoup d'argent pour se rendre justement en Floride? Oui, parce que c'est quand même un gros événement. On passe une semaine là-bas. Donc, les athlètes doivent payer leur avion, doivent payer l'hébergement là-bas aussi. Donc, c'est beaucoup de frais qui sont reliés à ce voyage-là. Puis, il y a d'autres compétitions aussi dans l'année qu'on fait. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de frais à débourser pendant une saison. Là. Donc, vous allez avoir besoin de faire d'activités de financement, je suppose? Exactement. Bien, on en a déjà fait un peu durant l'été. C'est sûr que chaque équipe, dans le fond, s'occupe de faire leur financement. On a des parents qui s'occupent de chaque équipe pour les aider par rapport à ça. Donc, on a déjà eu des lavotos qui ont été faits. On va souvent aussi dans les épiceries faire des emballages. Ouais. On a un souper spaghetti prochainement qui se fait dans un golf. Donc, on a beaucoup d'activités comme ça qui se font. On fait des activités de poker. J'ai vu sur votre site que vous faites aussi des fêtes d'enfants, vous faites des spectacles de Noël. Oui. Est-ce que ça va rentrer dans justement? Il y a certains événements qu'on fait, que les fonds ils vont directement aux athlètes qui sont dans ces équipes-là. C'est sûr qu'on a d'autres équipes aussi, autres que nos équipes qui vont au championnat du monde. Donc, il y a d'autres activités de financement qui sont réservées pour d'autres équipes aussi. On fait des ventes de chocolat, plein d'activités comme ça. Puis aussi, on a des formulaires de commanditaires. Donc, on peut avoir des compagnies qui nous commanditent. Donc, ce formulaire-là, il est sur notre site Internet. Puis, les compagnies peuvent aller directement le chercher, peuvent nous commanditer. Puis, nous, on a des programmes. On peut mettre leur annonce, leur site Internet, carte d'affaires, des publicités dans notre gym pour l'argent qu'ils vont nous donner. Exactement. Donc, tu dis que tu peux aller sur le site et le site, c'est rndeliteallstars.com. Exactement. Donc, si vous voyez les filles, mais il y a aussi des garçons dans les équipes, c'est pas juste des filles. Non. Ils vont avoir besoin de votre aide justement pour pouvoir se présenter au championnat du monde de cheerleading en Floride. Comme tu l'as dit avant, il faut aller sur le site rndeliteallstars.com si vous voulez avoir plus d'informations. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant la fin de la chronique? Bien, c'est sûr que nous, peu importe l'argent qu'on va ramasser ou les personnes qui vont nous donner des dons, ça va aller directement à eux. Puis c'est ça, c'est beaucoup les athlètes qui payent d'eux-mêmes leur saison. Puis ils s'entraînent vraiment fort pour ce qu'ils font. Donc c'est sûr que peu importe l'argent qu'on va amasser, c'est très apprécié. Mais merci beaucoup, Sarah, et bonne chance pour le championnat. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis à l'école La Source pour parler du programme Acti-Récré. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la grande finale du ballon chasseur, une activité qu'ils ont commencé dès le début de l'année. Là, je suis présentement avec M. André Jacques, directeur de l'école La Source. Votre école ici, c'est un peu différent par rapport aux autres écoles. Il y a vraiment un programme très gros. Et de un, je pense que vous êtes la première école à avoir instauré ce programme-là. Oui, ça fait déjà 9 ans que le programme Acti-Récré est installé à l'école. C'est un projet élève, c'est pour les élèves et c'est par les élèves. Donc, c'est les élèves qui l'organisent. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'on a de l'Acti-Récré à l'heure du midi et on a de l'Acti-Récré aussi à la récréation. Et les enfants sont en activité physique toute l'année et on change les sports 4 ou 5 fois dans l'année. Ce qui fait que les enfants vivent en moyenne autour de 1000 à 1200 matchs dans 4 disciplines pour toute l'année. Comme ailleurs, des fois, il y en a qui ont seulement du soccer. Vous, ici, c'est quoi les sports qu'on a? Ça, c'est une bonne question. On a du soccer, on a du handball, du ballon chasseur et hockey cosum. Donc, on a 4 disciplines. Et c'est quoi l'activité la plus populaire, normalement? Bien, je dis, ils sont toutes pas mal populaires, mais le ballon chasseur, en partant, ça part très bien l'année. Les enfants aiment beaucoup jouer à ce sport-là. C'est un sport qui convient
autant aux garçons qu'aux filles. Donc, on rejoint beaucoup la clientèle comme ça. Là, ça, c'est une activité qui a lieu quand même toute l'année, mais là, présentement, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Oui, aujourd'hui, c'est la finale Acti-Récré. Donc, depuis le début de l'année, il y a des matchs qui se jouent. Des matchs pour les enfants de 3e, 4e, 5e et 6e année. Et là, bien, évidemment, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Et là, c'est les équipes qui ont remporté le plus de victoires, donc le plus de points qui s'affrontent. Et je vais aller parler ici à Louise Archambault, qui est éducatrice au service de garde, qui est pas mal habituée, qui est ici depuis longtemps. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence au niveau du comportement, dans l'attitude? Aux jeunes, ils font une compétition saine. Ça les fait bouger. Ils aiment ça, sont joyeux. Il y a de l'harmonie dans la cour. Ils deviennent autonomes parce que c'est eux autres qui gèrent le projet, en réalité. Moi, je suis là juste pour superviser, parce qu'il y a un chef arbitre. C'est lui qui s'occupe des arbitres. Fait que, puis là-dedans, ça leur donne des bons outils pour vivre en société plus tard, comme la tolérance, comment s'affirmer quand on est frustré. Ils apprennent plein de choses, qui est la solidarité. J'ai toujours de la misère avec ça. Ils apprennent plein de choses et ça leur donne plein d'outils pour plus tard. Merci. Et je vais parler à Karine Normand. Vous aussi, vous êtes pas mal expérimentée dans le programme. Vous avez vu beaucoup de choses au travers des années. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué même des cas peut-être d'enfants qui avaient plus de difficultés, qui ont vaincu leur timidité ou des choses comme ça? Effectivement. Je dirais que moi, je suis éducatrice spécialisée, donc je connais les enfants avec des problèmes de comportement, puis ceux qui ont besoin de bouger plus. Le programme Acti-Récré, en permettant à un jeune qui souvent est plutôt en conséquence que valorisé, le projet Acti-Récré le valorise en le mettant arbitre. Donc, souvent, lui, il se sent valorisé de pouvoir enfin contribuer et faire quelque chose de vraiment positif par rapport à ça. Aussi, il faut dire que sur la cour, ce qui se passe sur la cour, quand une cour est mieux structurée puis que les jeux sont là, c'est là qu'on se retrouve avec moins de conflits. Et plus de participation aussi. Peut-être certains qui ne le feraient pas normalement, de cette façon-là, vont s'impliquer plus facilement. Oui, parce que là, ils ont un lien d'appartenance avec leur groupe. Puis ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont capables de contribuer à leur victoire, puis faire partie aussi de cette classe-là, du groupe 301. Ils sont fiers de dire, bien, on va gagner, puis on y va, on participe, on essaie. Parfait. On va aller voir maintenant les témoignages des jeunes qui participent. Merci. Parfait. Merci à vous. Je suis présentement avec 3 responsables du programme Acti-Récré, Amy, Nour et Paul. Amy, toi, ta responsabilité dans ce programme-là, c'est quoi? Je suis une joueuse d'Acti-Récré. Et qu'est-ce que tu fais exactement? J'encourage les joueurs et parfois j'aide M. Jean-François au gymnase et j'aide beaucoup dans le domaine. Qu'est-ce que tu aimes faire là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Acti-Récré m'a permis d'être plus courageuse parce qu'au fil des années, j'avais peur du ballon, j'avais peur d'attraper, je lançais pas très bien. Puis à force de jouer, je suis devenue meilleure joueuse. Ah, c'est bien ça. Et toi, Nour? Moi, l'Acti-Récré, j'aime ça. Ça me donne le plaisir de jouer avec les autres, de créer des liens d'amitié. J'ai plus d'amis grâce à ça, puis j'aime vraiment ça. Tu trouves que c'est plus facile à ce moment-là de communiquer avec les autres, de s'incorporer dans le jeu? Oui, c'est vraiment amusant. Là, tu as des responsabilités. Comme les tiennes, c'est quoi? Moi, je suis responsable chef des filles. Puis j'ai le droit de marcher dans les corridors. J'aide M. Jean-François quand il a besoin de nous, moi puis Paul. Puis je deviens plus autonome aussi. Ah oui, tu vois une différence? C'est plus facile pour toi maintenant? Oui. Le programme Acti-Récré, est-ce que ça fonctionne? Je vous laisse sur ces images parce qu'une image vaut 1000 mots. Jugez par vous-même. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Mes salutations les plus cordiales à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui est très sympathique. Vous savez, dans notre société, certaines personnes sont nées avec certains handicaps. Alors, ces personnes, avec beaucoup de courage, réussissent à y remédier grâce à leurs efforts et grâce aussi à l'effort des aidants qui, eux autres aussi, par leur courage, vont aider ces gens à évoluer.
Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une jeune dame très sympathique. Vous allez voir qu'elle est très sympathique et qu'elle mérite notre attention. Alors, je vais vous présenter Chloé Cousineau. J'ai l'opportunité aujourd'hui de vous présenter Chloé Cousineau. Bonjour, Chloé. Bonjour. Elle est accompagnée de Mme Marie-Marcelle Vézina. Marie-Marcelle, vous êtes son professeur. Oui, je suis professeur de Chloé depuis 2 ans. Oui. Alors, dis-moi, Chloé, aujourd'hui, tu fais de la peinture ici. Avec oui. Nous autres. Et oui. Tu aimes ça faire de la peinture? Oui. Tu fais de la danse, tu me disais? Oui, je fais de la natation. La natation. Je fais du piano. Du piano aussi? Du chant. Du chant? Oui. Ah, t'es bien occupée? Oui. T'as pas beaucoup de temps libre? La natation. La natation? Oui. Tu as quelque chose à faire tous les jours? Oui. Puis aujourd'hui, tu es ici avec Marie-Marcelle pour faire de la peinture? Oui. Marie-Marcelle, ça fait longtemps que tu fais de la peinture avec Marie-Marcelle? Oui, ça fait 2 ans. 2 ans que tu fais de la peinture? Oui. Puis tu fais de belles choses aussi? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes quand tu fais de la peinture? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Faire des belles œuvres. Des belles œuvres, Des belles œuvres nouvelles. Des nouvelles. Est-ce que c'est la couleur? Tamponnage. Ah, du tamponnage, oui. Oui. Est-ce que la couleur, tu aimes beaucoup faire beaucoup de couleurs ou bien tu aimes plutôt les formes? Moi, j'aime la couleur et les formes aussi. Ah, c'est plaisant, hein? Ouais. OK. Madame Vézina, dites-moi, quels sont les objectifs avec Chloé? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? C'est surtout, je travaille beaucoup l'effet surprise avec Chloé. On a beaucoup de plaisir à explorer le jeu de couleurs, justement. Et puis, mes cours sont beaucoup basés sur l'exploration picturale. Et puis, avec Chloé, il y a toujours le côté émerveillement. Donc, c'est beaucoup des œuvres. Par exemple, j'ai travaillé dernièrement de la gravure sur toile, sur papier, excusez. Oui, oui. Et puis, il y a vraiment comme des effets surprises. C'est très simple. Et puis, en même temps, il y a des jeux de forme où on peut découper, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, coller l'œuvre, la maroufler, puis après ça, travailler à l'extérieur de la production et puis explorer d'autres couleurs. Donc, mais c'est vrai qu'elle a vraiment le sens de la couleur. Elle a le sens de la couleur, hein? Oui, vraiment. Maintenant, quelles sont les conséquences? Est-ce que vous voyez une certaine évolution chez Chloé sur son aspect, sa façon de penser? Est-ce que vous sentez une certaine gymnastique intellectuelle quand même qui se produit? Chloé intègre. Et puis, donc, on accumule des techniques et puis on va les replacer ou remettre sur une autre production ultérieure. Dans son évolution, vous avez senti, ou sur le plan humain aussi, un certain changement depuis 2 ans? Moi, ce que je la sens, c'est qu'elle est beaucoup mieux dans sa peau, elle est beaucoup plus débordante de joie. Et puis, c'est ça, au niveau des projets, on a... Pour revenir, j'aimerais faire une petite parenthèse, un intéressant projet sur une grande toile. On va travailler, j'avais parlé d'éléphants, alors avec les animaux, on va faire un montage. Et puis c'est sur cette toile en arrière, donc elle est beaucoup plus grande. On va essayer d'agrandir. Et puis on a après ça un autre projet, ça serait de faire l'Arche de Noé. Avec plein d'animaux, plein de couleurs, travailler beaucoup de couleurs. Oh, c'est pas mal intéressant. Alors, il faut toujours faire naître un désir quelconque, à un moment donné, soutenir le goût. Exactement, oui. Soutenir le goût. Regarde l'effet que ça donne. Regarde, ça fait très vivant. Des fois, c'est intéressant. Ça fait très vivant. Oui, c'est le fun, des fois, essayer des choses nouvelles. Oui? Ouais. C'est vraiment claquant. Oui, c'est claquant. Oui! On est bien fiers de toi. D'accord. Ça fait plaisir. Présidente de Multi-Idées Communication, la Lavalloise Chantal Neveu vient nous parler aujourd'hui de la 2e édition du Week-end de toute beauté, le week-end de filles glamour par excellence. Bonjour Chantal. Alors tout d'abord, expliquez-nous c'est quoi le week-end de toute beauté? Bon, alors le week-end de toute beauté, c'est une grande fête pour les femmes. Alors, on valorise la beauté de la femme, on vient célébrer la femme, la beauté des femmes dans toutes ses diversités et dans toute sa splendeur. On a trois grandes
3 grands thèmes. On a cosmétique, donc tout ce qui est produits de beauté, maquillage, coiffure, soin de la peau, manicure. Bref, on passe par tout. Ensuite, on a notre grosse section qui est la mode. Donc, on a les designers de mode québécois, on a des accessoires, on a énormément de belles choses, mais c'est vraiment des belles choses qu'on a proposées. On a les stylistes, les effrontés qui sont avec nous, qui offrent des analyses de style gratuitement à toutes les femmes. Puis on offre même des rallyes shopping. Donc les femmes vont pouvoir magasiner avec les stylistes pendant 1h30 de temps. Donc c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Ça, c'est génial pour ceux qui ont du mal des fois à créer des styles, à agencer les morceaux. Puis, je pense qu'on en a tout un petit peu besoin, peut-être des fois pour se restituer. Et puis notre autre grande thématique, c'est le glamour. Le glamour. Mais oui, parce qu'on aime ça, le glamour. Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas d'une femme qui n'aime pas ça. Bref, si elle n'aime pas ça, c'est parce que, non, elle n'y a pas goûté. Parce que c'est trop le fun, le glamour. Donc, nous, on voulait faire vivre un peu une soirée. C'est comme si on était dans une grande soirée. Un gala. Un grand gala. Pour toutes les femmes. Le tapis rouge. Le tapis rouge. C'est première de cinéma. C'est très peu de personnes peuvent bénéficier de ça. Donc, c'est ce qu'on veut faire vivre, finalement. C'est vraiment que les femmes déambulent sur le tapis rouge, se fassent prendre en photo, se fassent maquiller. Ça, c'est à l'entrée du Palais des Congrès. On a un tapis rouge, mais on a un media wall. Bref, on a tellement de choses, là. C'est épouvantable. C'est vraiment un événement festif extrêmement intéressant. C'est aussi haut de gamme, mais extrêmement accessible. Toutes les grandes compagnies de chacun de ces domaines-là sont présentes. Oui, on a beaucoup de... Puis ce qu'on aime beaucoup cette année, c'est qu'on a des très beaux produits, des produits de haute qualité qu'on ne retrouve pas nécessairement chez Jean Coutu ou chez Pharmaprix. Donc, et on travaille avec des esthéticiennes, avec des professionnels, des experts coiffeurs, des artistes maquilleurs, vraiment les professionnels derrière les marques. C'est eux qui viennent parler. Donc, on a vraiment un contact avec des personnalités vraiment très qui connaissent très bien leurs produits. Et aussi tout le côté, des fois, chimique derrière tout ça, le côté biologique, parce qu'on a beaucoup de bio. Beaucoup. C'est de plus en plus. Oui, mais maintenant, les maquillages sont de plus en plus bio. Les crèmes aussi. On a des conférences aussi pour informer les femmes sur plein de sujets, toujours au niveau de la beauté. Puis, on a notre grande scène pour parler du côté mode, puis aussi du côté glamour, parce que, écoutez, c'est glamour chez nous. C'est pas croyable. On a un bar à bulles central où on va avoir de la musique. Puis en plus, cette année, on a Just Dance qui lance leur jeu vidéo Just Dance 2015 à notre show. Alors, il va y avoir une scène et les femmes vont pouvoir danser. Ça va être super festif. C'est fun! Oui, c'est festif, c'est pas croyable. Il y a un concours de mannequins aussi. On a un concours de mannequins. Alors ça, c'est ouvert le vendredi soir et le samedi toute la journée. Alors, c'est un méga casting avec, pour l'agence Montage, une des plus grandes agences à Montréal, avec Dress to Kill, qui est un des magazines extrêmement fashion au Canada. On a aussi Dermalogica qui est partenaire avec nous. Donc, les gagnantes vont se mériter un contrat ouvert chez Montage avec un super beau cadeau, un coffret cadeau de Dermalogica. Et on va avoir aussi, parce qu'on a 2 catégories. On a catégorie classique. De 16 à 25 ans. De 16 à 25 ans et catégorie taille plus, donc de 18 à 35 ans. Et la catégorie classique, elle va se mériter un éditorial photo dans Dress to Kill. Alors, c'est vraiment... ça peut partir une carrière. Complètement. Et c'est très sérieux. On a un jury très sérieux pour ce concours. On a aussi Belle en affaires le vendredi midi. Alors, nous, c'est important de donner au suivant puis de faire en sorte que les femmes soient nourries de beaux témoignages de femmes d'affaires qui ont réussi. Et ça s'appelle Belle en affaires. Alors, on a Lisa Frula. On a des personnalités au niveau du domaine des affaires. On a Iris Setlacouille, qui est une très grande designer québécoise. Plein de vedettes. Puis on a Chantal Fontaine, Claudine Desrochers, qui viennent nous parler de leur succès, puis de toutes les embûches, puis les obstacles, puis ce qui les a poussés à se défoncer, oui. Donc, c'est ce qui se passe le vendredi midi. On a plein d'affaires toute la journée. Puis le soir, on a le tapis rouge avec Guylaine Tremblay, qui va venir nous parler de l'arrière-scène derrière les tapis rouges. Il y a
Marie-Claude Savard, qui est Marie-Claude Savard, notre ambassadrice. Bref, c'est fou. J'invite tout le monde à aller... oui, hein, j'invite les gens à aller voir notre programmation. Je crois qu'on n'a pas dit les dates. 7, 8, 9 novembre, très important. Oui, 7, 8, 9 Puis novembre. c'est très abordable, c'est pas cher. Comme je vois, c'est 15 $. C'est 15 c'est 20 $ pour le week-end parce que je suis pas mal sûre que les gens qui viennent à notre show, c'est pas un salon ordinaire où on passe d'un kiosque à l'autre. C'est un événement. Les gens peuvent rester 3 à 4 heures, même 5 heures. On a plein de soins de beauté à faire sur place. On peut se faire une dermabrasion, on peut se faire faire un coup d'éclat jeunesse. Bref, il y a plein d'opportunités. Moi, j'en reviens pas. On a plein de maquillages gratuits. On a les stylistes de Chi qui vont offrir des analyses, des consultations, puis des mises en pli, qui est notre grand partenaire Chi. Puis, mon Dieu, j'ai peur d'en oublier. Bien, je vous invite à aller voir pour tous les détails www.deTouteBeauté.ca et vous allez avoir une idée des prix. Tout ça, même une vidéo de celui de l'année dernière qui est super intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Bien, bienvenue. Et bon salon, surtout. Merci. Je vais peut-être aller faire un tour. Il faut que vous veniez. Merci. Le Québec de demain se bâtit dès aujourd'hui et le programme Jeunes entreprises du Québec sert justement à détecter dans le secondaire 4, secondaire 5 et premier niveau du cégep ceux qui seront éventuellement de grands entrepreneurs. Et pour nous en parler, nous avons justement celle qui s'en va dans ce programme, notre collaboratrice Suzanne Proulx, ex-députée de Saint-Rose. Je pense qu'il faut aussi le mentionner. Tout à fait. Je ne connaissais pas le programme Jeunes entreprises du Québec. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans, Suzanne? Effectivement, c'est un programme encore méconnu, mais qui, dans les années futures, fera parler de lui de plus en plus, j'en suis convaincue. En fait, quand on parle des jeunes entreprises du Québec, on parle de la relève entrepreneuriale au Québec. Et vous savez à quel point une économie doit pouvoir s'appuyer sur la création d'emplois, sur la création d'entreprises. Et en fait, les jeunes entreprises, au niveau scolaire, à partir de secondaire 4, secondaire 5, cégep 1, proposent aux étudiants de vivre une expérience concrète d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils doivent, au début de l'année scolaire, au mois de septembre, lancer une entreprise. Et là, vivre vraiment la gestion d'une entreprise pendant les 10 mois de l'année scolaire à raison d'un soir semaine. Donc, un groupe de 15 étudiants décident ensemble, volontairement, dans le cadre d'une activité parascolaire, de lancer une entreprise, doivent fabriquer un produit, le vendre, gérer l'entreprise, occuper les fonctions qu'on retrouve dans une véritable entreprise, et amener l'entreprise, on le souhaite, à bon port jusqu'au mois de mai et juin. Là, ils ont l'obligation de liquider l'entreprise, de remettre les profits qu'ils auront faits aux actionnaires puisque dès le début, ils auront vendu des actions pour le lancement de leur entreprise. Et alors, tout au long de l'année, ces jeunes-là vivent la réalité de la gestion d'une entreprise. Mais c'est beaucoup plus que ça, ce qu'ils vivent, je vous dirais, durant cette année-là. Ils apprennent à cerner leur propre potentiel, ils apprennent à développer leur leadership, ils apprennent à vivre en équipe aussi, à prendre des décisions et à accepter les idées des autres. Ils se retrouvent confrontés à des situations parfois difficiles pour lesquelles ils doivent trouver la meilleure solution. Et ils sont, pour ce faire, durant toute l'année, appuyés par des bénévoles qui viennent eux-mêmes du milieu des affaires. Donc, ce sont des mentors. Des mentors. Alors, les jeunes entreprises du Québec, ils sont partout à travers la province et il y a des mini-entreprises comme ça dans toutes les régions qui sont appuyées par 400 mentors à travers le Québec. C'est du parascolaire, ça, non? C'est du parascolaire, oui. C'est vraiment volontaire. On propose ça dans le cadre des écoles. C'est sûr qu'il faut que les écoles acceptent d'avoir ce programme Jeunes entreprises, de le proposer à leurs élèves, mais c'est vraiment le soir, après les heures de classe, où là, les mini-entreprises prennent vie et fabriquent. Ils peuvent soit fabriquer un produit et le vendre, ou même proposer un service et vendre des services. Et ce que l'on veut, c'est donc faire éclore à l'intérieur du jeune ou de la jeune cette fibre entrepreneuriale qui, plus tard, pourra peut-être se révéler dans la formation d'une compagnie. Tout à fait. Alors, on souhaite vraiment démystifier le milieu des affaires. Puis, vous savez, entre vous et moi, de nos jours, avec ce qu'on a vécu ces dernières années au Québec, avec la commission Charbonneau, on
peut pas dire que les entrepreneurs ont bonne presse. Non, et je pense que c'est important de renverser cette vapeur et de démontrer que, au contraire, les entrepreneurs doivent être là, doivent être présents et qu'on doit valoriser vraiment la fibre entrepreneuriale. Moi, j'ai 2 enfants. Vous en avez combien? Une. Est-ce qu'elle a cette fibre-là? Moi, j'en ai un de mes 2 enfants qui l'a. En fait, moi, je peux pas dire que ma fille l'a, mais vous savez que moi, je suis moi-même une jeune entrepreneur à l'âge de 15 ans. Le programme Jeunes entreprises dont je vous parle, il existe depuis 50 ans au Québec et je suis un peu produit des jeunes entreprises puisque j'ai participé à l'École Saint-Maxime à l'époque, en secondaire 4, en secondaire 5, à des mini-entreprises comme ça. Puis c'était quoi votre projet? C'était, nous, on diffusait des films à l'École Saint-Max, on appelait ça Filmaction. Alors, on vendait des billets, on louait le film, on proposait ça à tous les élèves de l'école et on a géré cette entreprise-là pendant 10 mois et on a eu des mentors incroyables. Comment est-ce qu'on fait pour détecter si notre enfant a justement ce petit goût-là, peut-être cette aptitude, en fait? Moi, je pense que c'est en permettant à nos enfants d'être partie prenante, de participer à des activités de ce type-là qui va leur permettre de se révéler. Vous savez, moi, j'ai été récemment députée, j'ai été directrice générale de diverses organisations. Et croiriez-vous qu'à l'âge de 15 ans, j'étais la jeune adolescente la plus timide qu'on ne pouvait pas trouver à l'école. Et c'est vraiment ça arrive souvent. À travers les jeunes entreprises que je me suis trouvée, révélée et que j'ai pris goût à participer collectivement à une activité comme celle-là. Est-ce que le parent incite l'enfant à aller là ou on attend que l'enfant ait ce goût pour aller s'inscrire? Je pense que les deux. Je pense que l'école aussi peut certainement proposer, en permettant aux mentors de venir parler devant des classes du projet Jeunes entreprises. C'est sûr que c'est déjà un bon pas. Les parents peuvent tout à fait et devraient encourager leurs enfants de toute façon dans tout type d'activité parascolaire. Parce que, en bout de ligne, les jeunes entreprises, c'est aussi la persévérance scolaire. Ça accroche les jeunes. Ces jeunes-là qui font partie des mini-entreprises, là, il n'y en a pas un qui décroche durant l'année. Et non seulement ça, c'est qu'en ce moment, et je pense que c'est le grand problème de tous les jeunes qui ont des choix à faire, c'est qu'il y en a trop de choix. On ne sait plus. Les enfants ne savent plus où aller. Oui, ça Alors, leur permet... s'il y a une voie qui s'ouvre... Définitivement. Ça leur permet d'expérimenter, ça leur permet de faire des choix et éventuellement de développer un potentiel, des compétences dont peut-être ils ne se croyaient pas capables. Je vais ouvrir un sujet pour 1 minute avec vous. L'abolition des CLD, des CRE. Aussi des centres jeunesse. Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour Jeunesse Emploi. Vous pensez quoi de ça, vous, ex-député du coin? Oui, en fait, moi, je trouve que ce sont toutes nos structures communautaires, hein, parce que qu'est-ce que c'est un CLD, une CRE, un Carrefour Jeunesse Emploi? C'est des structures qui sont bien implantées dans les communautés, dans les régions, pour pouvoir faire en sorte de venir en aide, notamment aux jeunes qui veulent se lancer en affaires. Les Carrefour Jeunesse Emploi, c'est la mission d'aider les jeunes. Les CLD, c'est ça aussi, l'entrepreneuriat. Centre local de développement, oui. Oui, alors c'est toute une expertise. On ne sait pas ce qui va advenir de ça, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement dangereux, ce qui est en train de se passer avec l'abolition tout azimut de structures dans nos communautés. Donc, ce qu'on pourrait économiser d'un bord, on va le payer de l'autre. Est-ce que c'est un peu ça? Ça va certainement ressembler à ça, parce qu'on va devoir offrir ces services-là. L'adresse pour trouver tous les détails de ce dont on a parlé, le programme Jeunes entreprises du Québec, c'est bien ça? Oui. Alors, c'est québec.jacan.org. Oui, ou on tape tout simplement Jeunes entreprises du Québec sur Internet et on arrive sur le site. Vous avez raison. Et une prochaine fois, Éric, on parlera d'entrepreneuriat féminin. Je veux, absolument. À la prochaine chronique. Certainement. Merci, Susan. Merci. C'est le retour de Keanu Reeves au grand écran, ce Canadien qui un jour a décidé de partir à la conquête de Hollywood et il a quand même bien réussi, même s'il a eu quelques embûches au passage. Nicolas Vincent-Poirier, on parle de son nouveau film aujourd'hui, John Wick. Oui, tout à fait. Un gros film d'action, John Wick. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu Keanu Reeves dans ce genre de film-là. Et c'est quand même, on peut dire que c'est son retour, son grand retour, parce que pendant plusieurs années, il a fait des projets qui ont passé un peu dans l'ombre, des petits projets qui n'ont pas vraiment marché.
Mais ce gars-là, je pense pas que c'est un gars qui veut nécessairement être la méga star tout le temps. Je pense qu'il choisit plus des projets qui le font triper plus que d'autres choses. Parce il aime jouer, tout simplement. Il aime jouer parce que je pense pas non plus que c'est un gars à l'argent à ce point-là parce que pendant durant la matrice, une partie de son argent, il l'a donné à l'équipe technique. Donc, c'est pas un gars qui veut s'en mettre plein les poches nécessairement. Donc, il fait des projets qui le font triper. Et celui-là, ça a dû être drôlement intéressant durant le tournage. John Wick, c'est un film, c'est tellement simple et parfait en même temps parce que c'est pas un film qui se prend pour d'autres choses que ce que c'est. C'est un ancien tueur à gages, le meilleur tueur au monde. Et ce gars-là décide de se ranger, il rencontre l'amour de sa vie et elle décède quelques années après. Oh, et là, ouf! Ça fait penser un peu à The Equalizer. C'est un peu le même principe. Et là, lui, il décide de continuer à mener sa petite vie tranquille. Et quelques jours après le décès de sa femme, il reçoit un chien. Et dans le fond, elle lui avait pas dit, mais elle lui a comme envoyé un chien un peu avant de mourir pour qu'il puisse avoir quelqu'un. Et malheureusement, ce petit chien-là, il meurt. Il meurt pas longtemps après. Il rencontre des salauds dans une station-service. Et là, les salauds lui demandent combien tu vends ton char. C'est un beau char. Je connais pas les autos, mais... Une Mustang, je crois. Ça doit être ça. En tout cas, c'est un char qu'on est prêt à tuer des chiens pour. Ça te donne une idée. Et là, il dit que l'auto n'est pas à vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille la nuit, ces salauds-là sont chez lui, il lui pète la gueule, il tue le chien, il vole l'auto. Mais là, ce que ces salauds-là ne savaient pas, c'est que John Wick, c'est un espèce de malade mental, l'assassin des assassins. C'est un malade mental. Et justement, un de ces jeunes-là qui a volé la voiture, en revenant chez lui, on comprend que son père, c'est le chef de la mafia, en tout cas, quelqu'un de très important. Et là, quand il lui dit, tu sais pas à qui t'as volé l'auto, John Wick, là, ça a l'air effrayant. Et là, d'habitude, dans n'importe quel film d'action, quand on introduit un méchant, on veut montrer que le méchant, il est vraiment méchant. Mais dans ce cas-là, on veut montrer que le héros est complètement débile parce que les plus hauts méchants, même eux, ils ont peur de lui. Et puis, il n'y a plus aucun attachement, plus de raison de vivre, j'imagine, pour ça qu'il devient un peu cinglé. Bien, c'est pas qu'il devient cinglé, c'est que lui, c'était sa seule... Il voulait quitter le milieu et ce chien-là, ça représentait pour lui sa seule façon de ne plus aller là-dedans, de faire son deuil. Et là, le chien est mort. Ça fait qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va tuer tout le monde. C'est un... Ton genre de film, Nicolas. Oui, c'est mon genre de film. Mais c'est pas un film d'action comme on a l'habitude de voir, comme un gros blockbuster avec des grosses explosions puis des choses incroyables. Non, c'est plus un film de bataille. Il y a beaucoup... Les gens se tirent dessus 90% du temps dans le film. Est-ce que c'est des batailles techniquement le fun à regarder? Oui, c'est ça qui est drôle parce que c'est réalisé par deux gars. C'est leur premier film et ces gars-là, c'est des cascadeurs. Ça fait des années qu'ils sont cascadeurs à Hollywood et je présume qu'ils ont trouvé ce scénario-là et qu'ils ont appelé leur contact et ils ont dit, écoute, on veut triper, on veut faire quelque chose de cool. Et finalement, ça donne un résultat excellent pour ce que c'est. On comprend que c'est des tripeux de cascade parce que le film est bourré de cascades. Et Keanu Reeves a dû embarquer là-dedans parce que, à 50 ans, c'est quand même un bon challenge pour lui. Il y a 50 ans? Il y a 50 ans, oui. oui. Il vieillit en beauté, cet homme. Oui, bien, dans le film, il a l'air de jouer quelqu'un peut-être dans la fin trentaine, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Et il a fait ses propres cascades? Une partie. Mais pas toutes ses cascades. Comme tu disais, des fois, c'est cher pour les assurances. Si la vedette fait ses propres cascades. Oui, c'est ça. Ça devient un peu cher. Et ce film-là est parfait pour ce que c'est. Ça ne va pas gagner de score. Est-ce qu'on va s'en rappeler dans 10 ans? Peut-être pas, mais c'est excellent pour ce que c'est. Et j'ai l'habitude souvent de dire que le scénariste avait mal à la tête quand il a fait le scénario, quand le scénario est mauvais. Mais dans ce cas-ci, le scénario, pour ce que c'est, il est absolument parfait. Et ce qui est drôle, c'est que le scénariste, il a écrit 3 scénarios dans sa vie, et c'est juste des films basés sur des tueurs. Comme ça, le même principe. Donc, il doit savoir un peu de quoi il parle parce que c'est drôlement divertissant. On entre dans un monde où, justement, le personnage de John Wick, au lieu d'aller dans un hôtel normal pour traquer les salauds qui ont tué son petit chien, bien, il s'en va dans un hôtel spécial pour
pour assassins. Et la règle, c'est, bon, il n'y a pas de business qui se passe à l'hôtel, les gens ne paient pas avec de l'argent, ils payent en pièces d'or spéciales. On comprend que tout ce milieu-là, il n'y a aucun argent, c'est en pièces d'or. Tout sous la table et undercover. C'est des détails bien intéressants. Est-ce que tu crois, rapidement en terminant, que c'était un choix stratégique pour Keanu Reeves pour un peu remettre sa carrière sur les rails suite à l'échec monumental de son dernier film? Absolument pas, parce que ce film-là a été tourné en même temps qu'on comprenait que son film l'année passée, 47 Ronin, était un flop total. Plus qu'un flop total, le plus grand flop de tous les temps au cinéma jusqu'à présent. Okay, ça, le numéro 1, il a perdu, ils sont encore en train de l'évaluer, c'est environ 150 millions qui ont perdu avec 47 Ronin. Keanu Reeves doit être bien inquiet de ça. Mais merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine.